Une ICO crypto est vraiment un très mauvais investissement si on compare au private equity. Au précédent bullrun, on a vu d'énormes multiples se faire sur les ICO. Et si on parle encore du bullrun précédent, comme Avalanche, comme même Ethereum à l'époque, etc., il y a eu bien sûr de grosses réussites, mais au fur et à mesure du temps que ça se démocratise, beaucoup trop d'investisseurs particuliers arrivent en crypto-monnaie pour faire des ICO. Le problème, c'est que une ICO, c'est censé être plus ou moins privé. Donc quand des projets font des ICO avec beaucoup de marketing derrière, c'est qu'ils estiment déjà que le projet ne va pas forcément très bien fonctionner. Donc faites très attention. Si une ICO est beaucoup trop publique, si une ICO est pushée par plein d'influenceurs, que ce soit américains, francophones, européens, ce que vous voulez, c'est que potentiellement le projet n'y arrivera pas à se vendre facilement, donc il est obligé de faire du marketing pour justement vendre cette ICO. Donc une ICO qui est censée être une levée de fonds plutôt privée dépense du marketing pour faire une levée de fonds. C'est un peu contre-intuitif et aujourd'hui c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arnaques sur les ICO. Si jamais vous êtes intéressé pour investir en ICO, je vous mets mon Instagram juste en dessous, EliotPF. Je partage en story très rarement des ICO que je suis amené à faire. Et si vous êtes intéressé pour investir en private equity, généralement c'est 10 000 euros le billet d'entrée, vraiment minimum. Je vous mets mon email juste en dessous. J'insiste de me contacter par email pour que je filtre un minimum et que je n'ai pas juste des contacts sur Instagram. Donc je vous mets tout ça en description. En ce moment, j'investis pas mal sur les narratives des real world assets, narratives du gaming, narratives du DePIN. J'en ferai sûrement des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche parce que les vidéos vont arriver et il va y avoir des contenus très qualitatifs. Donc pour choisir un investissement entre une ICO et du private equity, il faut d'abord se dire quel est mon profil d'investisseur. Et quand je dis profil d'investisseur, c'est plutôt quelles sont à l'instant T nos convictions et nos besoins en termes d'investissement. Est-ce qu'on a 20 ans, on vient de se lancer dans l'industrie du travail? Est-ce qu'on a 60 ans, on arrive à la retraite? Ou peut-être se repousser à 70, je n'en sais rien. Est-ce qu'on a un gros patrimoine immobilier et on souhaite le dynamiser avec de la crypto-monnaie, etc. Enfin bref, on a plein de choix d'investissement possibles. On a différentes classes d'actifs. Il va falloir les choisir en fonction de son profil d'investisseur. Comme une ICO et du private equity, ce n'est pas les mêmes conditions d'entrée et de sortie, ni les mêmes multiples potentiels, ni la même dimension. C'est-à-dire que d'un côté, on va spéculer et de l'autre côté, on va avoir plus du concret. Donc, il y a toutes ces dimensions à comprendre. Il ne faut pas se dire, j'investis en crypto-monnaie, j'achète du Bitcoin, je vais le holder pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est une solution qui peut convenir à certains profils d'investisseurs. Mais si vous êtes là pour optimiser un maximum votre patrimoine, il faut quand même y mettre un petit peu la main dans le cambouis pour essayer d'optimiser tout ça. Je m'explique. Si aujourd'hui, je prends un exemple, j'ai à peu près 80% de mon investissement en crypto-monnaie et 20% de mon investissement en startup, en private equity. J'estime que potentiellement le bull run crypto, il peut durer 2025, 2026, 2027 éventuellement, à voir si on est sur un super cycle. Et dans ce cas-là, je décide de m'exposer quand même assez fortement au marché crypto. J'ai appris de mes erreurs des précédents bull runs. Je vais essayer, je dis bien essayer parce que c'est très compliqué quand il y a une euphorie, de sortir complètement du marché crypto à un moment donné, quand j'estime que j'ai fait suffisamment de profit. Donc pareil, ça dépend de vos convictions, de votre niveau de patrimoine, etc. Si vous passez de 500 000 à 5 millions, ça peut être intéressant de prendre des profits une grande partie parce que vous avez changé votre vie. Si vous passez de 5 000 à 50 000, peut-être que le multiple est le même, mais peut-être que 50 000, vous n'allez pas changer de vie. Donc vous allez vous dire, ok, je vais prendre un petit peu plus de risques pour essayer d'exploser un petit peu plus. Voilà, ça dépend de plein de conditions. Mais pour mon profil qui suis très exposé en crypto-monnaie, ça me fait de la liquidité rapide, du cash. Alors oui, ça peut faire des gros drawdowns, ça peut se prendre des moins 50%, mais j'ai cette poche de liquidité qui est disponible. Ensuite, j'ai ma poche startup qui là est plutôt
moyen long terme, c'est-à-dire on vise des exits, on vise des dividendes ou autres à 3, 5, 7, 10 ans peut-être. Donc il y a cette poche qui est plutôt moyen long terme, qui n'est pas liquide, mais je suis à l'aise avec ça parce que j'ai cette poche très liquide de crypto-monnaie qui me permet d'avoir du capital en cas de problème, en cas d'opportunité également. Il y a aussi cette notion de coût d'opportunité, quel est mon risque, quel rendement et à quel instant, parce que c'est intéressant de garder toujours un petit peu de cash suivant des opportunités, notamment en private equity, où là, des fois, ça nous tombe dessus et on a 1, 2, 3 mois pour se décider. Potentiellement, ça peut changer notre vie. Donc, faire aussi attention à se voir avoir un petit peu de liquidité pour recharger sur des marchés financiers ou bien des opportunités en one shot. Et en tout cas, j'essaierai de sortir complètement du marché crypto en fonction d'un essoufflement de marché. Je sais que, et ça, faites bien attention, que personne ne peut sortir tout en haut, re-rentrer tout en bas. Donc même sortir à peut-être un moins 30% d'un ATH, c'est quand même très fort si on sort complètement du marché crypto. Donc il faudra se forcer à sortir, forcer à vendre. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer à le faire dès aujourd'hui sur des petits rebonds, sur des altcoins pour sécuriser, etc. On en vient à la réelle différence entre une ICO et du private equity. Une ICO, c'est une façon de lever des fonds pour une société. Cette société est un projet, il y a des actionnaires de cette société, et cette société ne souhaite pas diluer à nouveau son capital. Donc, elle va émettre une crypto-monnaie qui va être plus ou moins utile. Il faut du coup étudier la tokenomics, à quoi sert cette crypto-monnaie, peut-être à une notion de gouvernance. Donc, une gouvernance, c'est un droit de vote sur telle ou telle activité d'une société. Et du coup, ça permet à la société de lever des fonds sans diluer son capital. Donc, pour gagner de l'argent sur cette crypto-monnaie, cette ICO, c'est uniquement sur la spéculation. Parce que derrière ce token, il n'y a rien de juridique, administratif qui vous relie directement à la société. C'est juste un actif que la société émet qui est soumis en fonction de l'achat et enfin des acheteurs et des vendeurs, pardon, donc du marché crypto. Donc son prix dépend du marché, de la demande et de l'offre. Donc c'est purement de la spéculation, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de dividendes, si la société fait des bénéfices, du chiffre d'affaires, etc. Il n'y a rien de tout ça. Si la société détient des brevets, etc., vous ne détenez rien. C'est purement de la spéculation. Donc une ICO, ça peut être intéressant si justement le projet soit... Alors le projet a toujours fait une levée de fonds généralement avant de faire une ICO. Mais cette ICO permet de s'exposer au projet suivant potentiellement un prix avantageux. Après voilà, faites très attention s'il y a eu du marketing sur une ICO. Généralement c'est pas le meilleur mouvement. Mais ça permet de s'exposer, on va dire, au projet de cette crypto-monnaie. Que ce soit Ethereum, Solana, etc. Pourquoi on aime bien? Parce que on peut spéculer sur le projet qu'il y a derrière. Donc le projet Ethereum qu'il y a derrière, on peut spéculer dessus avec le token Ethereum. Mais vous avez bien vu qu'en bear market, le token, il a dû faire peut-être moins 60, moins 70%, parce que ça reste de la spéculation. Donc c'est soumis aux variations du marché des acheteurs et des vendeurs. Et en plus de ça, comme c'est un marché encore peu liquide, surtout si on parle de low cap, bien là-dessus, il y a des spéculateurs qui rentrent en jeu, des bots de trading, des algorithmes, des traders qui font ça depuis des dizaines d'années. Donc, eux, ils s'amusent justement à faire de l'argent sur le particulier qui n'est pas formé pour les marchés financiers. Donc voilà, dites-vous bien qu'une ICO, vous n'avez rien derrière, c'est soumis aux variations de marché, c'est soumis à la spéculation des marchés financiers, même si tout ce qui est S&P 500, Bitcoin, donc si le Bitcoin il fait x2, vous doutez bien que les altcoins ils vont monter. Donc l'ICO, le token qui a été émis, qui a un faible volume de transactions, donc une faible liquidité, il va aussi monter plus fortement. Mais à l'inverse, si Bitcoin fait moins 10%, ce token peut faire peut-être moins 30, moins 50%. Donc on reste très soumis aux spéculations des marchés financiers. En private equity, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On détient bien des parts de la société. Donc ça dépend le véhicule d'investissement, ça dépend les montants investis, mais généralement on est actionnaire direct de la société ou alors via une holding. C'est-à-dire que si on cherche sur internet dans les registres du commerce de telle ou telle boîte, eh bien
on voit qu'on apparaît directement en tant qu'investisseur. Donc, on est vraiment actionnaire de cette société. Comment faire de l'argent en private equity? Soit on fait un cash out, donc ce qu'on appelle un exit, on revend nos parts, sachant qu'il n'y a pas de place de marché parce que ce n'est pas un private equity, c'est privé, donc des parts de société privées, ce n'est pas public, il n'y a pas de place de marché pour revendre, ou soit via des dividendes, et ça c'est plutôt assez rare. Je vous invite à me contacter par mail si ça vous intéresse le private equity. En ce moment justement je suis sur un deal où il y a distribution de dividendes dès la première année parce que il y a eu plein de brevets déposés, donc en fait on arrive à générer des frais un petit peu partout. Enfin bref, je vous mets mon email si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Donc le private equity, ça permet d'être détenteur réellement de parts d'une société. Cette société, si elle a besoin de capitaux, de faire une nouvelle levée de fonds, au lieu de refaire une dilution des parts, donc de vendre des parts de sa boîte, eh bien elle va peut-être faire une ICO. Une ICO, ça va lui permettre de lever des fonds, entre 5, 10, 20, 30 millions peut-être, suivant les conditions du marché bien sûr. Du coup, de lever des fonds sans diluer ses parts de société. Donc si vous levez 15 millions en crypto-monnaie, ce n'est pas une dette, c'est directement de la trésorerie de boîte qui va dans votre boîte. Donc vous êtes en private equity, vous êtes actionnaire d'une société qui peut faire une ICO. Et cette ICO, c'est pas free money parce qu'il y a souvent des engagements. Ça reste soumis aux fluctuations du marché, donc de l'offre et la demande. Mais il n'y a pas de promesse de rembourser des investisseurs si le token il va à zéro ou autre. Bien sûr, pour l'image du projet, ça va être un peu mauvais. Mais voilà, il n'y a pas d'engagement réel, c'est de la spéculation pure. Donc, votre société où vous êtes détenteur de parts lève 15 millions d'euros. Donc, c'est 15 millions d'euros dans la trésorerie de société qui permet de développer le projet. Donc, il faut bien se dire que si vous investissez en ICO comparé à du private equity, si vous avez accès au même deal, eh bien, en private equity, vous avez émis l'ICO. Donc, vous touchez l'argent de cette trésorerie, entre guillemets. Donc, c'est vraiment un next step et ça n'a quasiment rien à voir. Il y a quand même des inconvénients en private equity. Il y en a 3 principalement. Le premier, c'est la phase de développement de la société. C'est-à-dire que la société qui fait du private equity, qui vend des parts de société, c'est généralement pour attirer les premiers investisseurs. Parce que faire directement une levée de fonds en ICO, eh bien, ça signifie que le projet est un minimum avancé. Et en fait, l'ICO, c'est beaucoup moins avantageux pour les investisseurs. Donc, si la société vient d'être créée, il faut quand même que ça soit avantageux pour les investisseurs. Donc là, on parle plus pour des investisseurs professionnels. Donc, on ne peut pas se permettre de donner juste des tokens à des investisseurs. Il faut quand même donner des parts de société au début pour une première levée de fonds, pour une phase de développement très early, donc très en avance sur l'avancement du projet. Donc voilà, on investit sur une phase de développement très tôt sur un projet. Donc c'est pour ça que le risque est potentiellement plus élevé que sur une phase de développement en ICO. Mais ce n'est pas du tout le même actif. Ici, on a un actif de spéculation. Ici, on a un actif de société directement. Ensuite, il y a le risque d'illiquidité. En effet, en private equity, on investit, on achète des parts de la société. Ce n'est pas disponible sur une place de marché, comme c'est des parts de société privées. Donc, la revente se fait beaucoup plus difficilement. On n'est jamais bloqué à 100%, mais pour revendre, il va falloir faire appel à des autres actionnaires s'ils veulent racheter nos parts. S'ils veulent les racheter, oui, mais à quel prix, etc. Donc, il y a vraiment ce risque d'illiquidité qui est très présent en private equity. Donc, c'est pour ça que je reviens un petit peu au profil d'investisseur dont je parlais au début, où ça dépend de votre timing. Ça dépend si vous avez de la liquidité, si vous voulez bloquer entre guillemets et encaisser dans plusieurs années, ou alors suivant les dividendes. Mais voilà, il y a cette phase d'illiquidité qui est très importante à prendre en compte. Et dernier point sur le private equity, la plus grosse barrière aussi, c'est d'un point de vue financier, parce que généralement, c'est entre 10 et 50 000 euros minimum le billet d'entrée. Parce que vous doutez bien qu'une société qui vend X pourcentage de sa boîte, on parle en centaines de milliers, voire en millions. Et s'il y a des investisseurs qui mettent 1000 euros, ça va faire 1000, 2000, 3000 actionnaires. Donc sur tout ce qui est conseil d'administration ou changement d'actionnaire, signature du pacte d'actionnaires,
Ça fait des signatures supplémentaires. Distribution de dividendes, pareil. S'il faut faire 1000 virements, ça commence à faire beaucoup. Donc c'est pour ça que la barrière à l'entrée est quand même assez élevée là-dessus. Et pour résumer, l'ICO, ça permet de s'exposer à un projet d'un point de vue spéculatif. Donc on est quand même soumis à l'offre et la demande. Même si le projet est incroyable, s'il n'y a pas de personnes qui soutiennent le projet financièrement, donc qui achètent régulièrement, peu de vendeurs, etc., le fondamental peut être incroyable, le prix peut ne pas suivre du tout, donc c'est quand même soumis aux spéculations du marché. Et le private equity, pour moi, ça reste le plus intéressant en termes de deal. Par contre, c'est illiquide, on est sur des phases de développement très early, c'est ça qui me plaît, et il y a une barrière à l'entrée quand même assez élevée d'un point de vue financier. Si vous ai apporté de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche, à commenter si vous avez déjà investi en ICO, si oui, lesquels. C'est bien de se faire aussi un bilan, voir lesquels ont fonctionné, lesquels n'ont pas fonctionné. Moi, j'avais déjà fait des vidéos sur des ICO. Il y en a qui se sont cassés la gueule complètement. Et la plupart du temps, il faut savoir quand même sortir assez rapidement. Je prends l'exemple, il me semble que c'était en 2021. Il y en avait une, elle avait fait x15. J'avais fait une vidéo, elle avait fait x15. J'étais trop content. Et derrière, ça avait tout craché. Donc, il faut savoir prendre des profits. Ça reste de la spéculation. Je ne fais pas de conseil d'investissement, mais tout ce qui est soumis à la spéculation de l'offre et la demande, il faut faire très attention sur ce genre de projet.